Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur Donald Trump qui défie et étrille l'Europe. Migrants, OTAN, Brexit, le président élu lâche ses coups et multiplie les déclarations choc. La machine à polémique est lancée et si cela provoquait enfin le sursaut de l'Europe, c'est le thème du match des idées qui opposera l'essayiste Robin Rivaton à Marc-Olivier Padis, directeur des études de Terra Nova. À la primaire de la gauche, il y a 7 candidats et combien de militants? Déçus par le quinquennat de François Hollande, beaucoup d'entre eux se sont tournés vers Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron ou bien Marine Le Pen. Alors à quoi ressemble le Parti socialiste et plus généralement, les partis classiques attirent-ils encore des militants face à de nouvelles formes de mouvement? Le débat est à suivre. Enfin, l'entretien, chacun de ses livres est un événement. Michel Onfray publie Décadence chez Flammarion. Le philosophe l'assure, il n'est ni optimiste ni pessimiste, mais tragique. C'est ce que nous allons voir avec lui lors du grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Vos réactions avec le hashtag OVPL. Merci d'être en notre compagnie. Et avant d'accueillir mes premiers invités, le tour d'horizon de l'actualité du jour, il est signé Mounir Soussi. Vous pouvez nous mettre le son de... Vous pouvez nous mettre le son... Voilà, nous avons un problème de son. Nous réécouterons tout à l'heure le tour d'horizon de l'actualité. On va démarrer directement notre débat dans l'actualité aujourd'hui. Les candidats de la primaire de la gauche qui poursuivent leur campagne après le débat hier et à quelques jours du premier tour, dimanche. Cette question ce soir, le Parti socialiste, combien de militants le PS voit ses rangs se clairsemer? Alors au profit de qui? Et puis plus largement, les militants sont-ils tentés par d'autres formes de mouvements? On en débat avec nos invités. Laurent Bouvet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes politologue, universitaire et essayiste. Avec nous, Valérie Toragnin, bonsoir. Bonsoir. Directrice de la revue des Deux Mondes, dont je montre le numéro à venir. Catholique et iconoclaste, libéral et gaulliste, de quoi Fillon est-il le nom? Avec nous également Vanessa Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes spécialiste des partis politiques, chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales et vous avez participé à cet ouvrage sous la direction de Rémi Lefebvre et Éric Treil, les primaires ouvertes en France. Jérôme Sainte-Marie nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Président de l'Institut de sondage et de conseil Polling Vox. Alors mesdames, messieurs, la primaire de la gauche jette aussi, Laurent Bouvet, une lumière crue sur l'état, en particulier du PS avant la présidentielle de 2017. C'est l'heure du bilan. Quel qualificatif employer pour décrire l'état de ce parti aujourd'hui? Un qualificatif qui est peut-être un peu galvaudé, parce que le terme est utilisé à tout propos, mais qui s'applique particulièrement bien, c'est crise. C'est-à-dire qu'on est dans un moment, crise au sens propre, au sens étymologique, de critique. C'est-à-dire qu'on est à un moment où on ne sait pas, la crise à l'origine, dans le mot grec, on ne sait pas comment le fléau de la balance va tomber. C'est-à-dire qu'on est à un moment où le Parti socialiste, pour la première fois depuis longtemps, à l'occasion de cette séquence électorale, avec la présidentielle évidemment, ensuite les législatives, suite à tout un ensemble d'élections qu'il a perdues, des élections locales, pendant ces dernières années, et pourrait se transformer de manière profonde, c'est-à-dire qu'on sortirait du Parti socialiste tel qu'il a été refondé. Après quand il y a une autre crise électorale majeure, importante, quand les candidats du Parti socialiste, à l'époque c'était Gaston Defferre, n'avaient pas pu se qualifier évidemment pour le second tour, avaient fait un score autour de 5% à l'élection présidentielle de 69. Donc on est un moment où on pourrait sortir de cette configuration qu'on appelle le Parti d'Épinay de manière générale, qui avait été refondé par Mitterrand après ce qui s'était passé en 69. Et donc on est sur une incertitude quant à la forme que ça va pouvoir prendre. C'est un moment de basculement. C'est un moment de basculement. Cela dit, ça s'inscrit aussi, en un mot, dans une crise beaucoup plus générale des partis politiques de la, ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle en Italie notamment la forme parti. C'est-à-dire que
Les partis sont nés avec la démocratie de masse à l'ère industrielle, en gros dans la deuxième partie du 19e siècle. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de post-démocratie, on voit des formes, des mouvements, des nouveaux types de leadership, etc. Évidemment, les partis, avec leurs adhérents classiques, ne sont plus tellement adaptés aujourd'hui au type de politique, aussi de demande, de besoins. On va parler de ces nouvelles formes de leadership, mais je voudrais quand même rester encore un moment, Vanessa Jérôme, sur la primaire de la Belle Alliance, telle qu'on l'appelle. Ce qui est assez particulier, c'est qu'elle n'a pas déclenché, cette primaire, un sursaut de militants. D'habitude, il y a même un petit frémissement. Là, c'est presque le contraire. Oui, alors évidemment, l'objet primaire est un objet un petit peu compliqué. D'abord importé tardivement en France, il y a juste quelques années. Et puis c'est toujours un scrutin qui est un petit peu compliqué parce que ce sont des scrutins qui sont mi-électoraux, mi-partisans, en tout cas dans le cas des primaires ouvertes. Donc on a encore du mal un petit peu à évaluer ce que ça peut drainer comme sursaut militant dans un contexte effectivement en plus où les partis politiques évidemment n'attirent pas grand monde. Alors pour l'instant effectivement il y a une dynamique assez relativement faible autour de cette primaire. C'était le cas aussi avec la première qui a eu lieu à l'automne, qui était la primaire d'Europe Écologie Les Verts, qui n'a attiré que 10 000 participants approximativement, même si évidemment ELV est considéré comme un petit parti. C'était beaucoup plus pour la primaire des Républicains, mais là il y avait effectivement une forme de participation au-delà des frontières partisanes, puisqu'on sait que beaucoup de sympathisants et d'électeurs de gauche se sont aussi engagés dans cette primaire. Alors là, on est encore un petit peu à mi-chemin ou 2/3 du chemin, on va voir, mais effectivement, on ne peut pas dire que l'exercice de la primaire soit une manière de mobiliser les foules, y compris les foules militantes. Alors qu'on le présente comme un bel exercice démocratique, justement, qui doit favoriser l'émulation. Mais d'où, Jérôme Sainte-Marie, la question du nombre de votants à la primaire. Est-ce que c'est un test de vérité qui va se dérouler pour le Parti socialiste, plus singulièrement le Parti socialiste? C'est quand même lui qui est largement représenté dans cette primaire. Je me permettrai de renverser complètement l'analyse par rapport à l'effet de la primaire sur le parti. J'ai eu l'occasion, même et d'ailleurs sur ce plateau, je pense, de le développer depuis des années. La primaire, il n'y a aucune raison logique pour laquelle une primaire revitaliserait un parti politique. C'est même exactement le contraire. Je crois que Rémi Lefebvre, d'ailleurs, l'a analysé. C'est-à-dire qu'il y a parmi, si vous voulez, l'intérêt que l'on a à être militant. Il y a un intérêt politique, c'est aussi de faire partie d'un groupe qui va décider de la politique et pour même d'une certaine manière du sort des autres, parce que justement on fait l'effort de cotiser, de militer, tout cela. Si vous êtes privé, alors déjà il faut voir le déclin en termes de formation idéologique, etc., par rapport à ce qui existait autrefois, mais si en plus vous êtes privé de la désignation de votre candidat à l'élection présidentielle, si vous êtes noyé d'un appel à l'ensemble de la population, enfin des gens qui accepteront de payer 2 € et puis de signer un truc, eh bien ça vous dévalorise complètement votre engagement, vous n'avez plus de raison de le faire, donc vous ne le faites plus progressivement que pour des raisons utilitaristes, c'est d'ailleurs une cause fondamentale de la crise du Parti socialiste, c'est le fait qu'ils aient perdu énormément de municipalités. Quand une ville est perdue par le Parti socialiste ou par un autre parti d'ailleurs, on a, et c'est très logique, une division par 3 ou 4 du nombre de militants dans la section de la ville ou dans les sections de la ville. Et inversement, quand vous avez la ville de Paris, par exemple, eh bien là, vous avez une fédération vous voulez dire que la primaire provoque, à l'inverse, frustration chez les militants? Ça enlève un des derniers, ou quasiment le dernier, si vous voulez, intérêt qu'il y a à être militant dans un parti politique. C'est incroyable, Valérie Toragnan, c'est presque l'inverse de ce qui est déclamé par les candidats, justement. Mais ça dépend où se situe l'enjeu, parce que je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais ce qui devient de plus en plus déterminant, le grand gagnant des primaires, ou de la primaire de la gauche, mais même c'était le cas évidemment aussi pour la primaire de la droite, c'est le média, c'est la télévision, c'est-à-dire que ce sont des campagnes qui se font via les écrans. Alors le grand écran qui continue à rassembler via tous les débats auxquels on a eu droit et on va encore avoir droit, et puis
les écrans aussi, l'interface avec les réseaux sociaux. Et on a vu que certains candidats, pas forcément dans la primaire, mais par exemple Jean-Luc Mélenchon, misent à fond sur cet outil de communication. Donc après, je voudrais te dire autre chose, c'est qu'on a dit que la primaire n'avait pas... elle montre qu'elle crée plutôt une désaffection des militants, ça je suis d'accord. Mais d'une manière générale, on ne peut pas dire que les Français soient moins intéressés par la politique. Ils se sont passionnés, ils ont été passionnés par la primaire de la droite, qui a été quand même un énorme succès. Et là, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer pour la primaire de la gauche. Je ne suis pas très optimiste sur les chiffres de participation, mais comme on se trompe tout le temps sur tout, je voudrais surtout pas m'avancer. Soyons prudents. Voilà, je me garde bien, je suis très prudente et modeste, je me garde bien de faire un pronostic. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que autour, en tenaille, le Parti socialiste, puisqu'il faut parler quand même de lui essentiellement dans cette primaire, est pris en tenaille par Jean-Luc Mélenchon, dynamique incroyable, Emmanuel Macron, dynamique incroyable. Donc on ne peut pas dire non plus que cette désaffection, elle va dans rien et dans le néant. Il y a de la politique, les Français continuent à aimer la politique, et il y a quand même une création, il y a des centres d'intérêt manifestes qui sont évidents dans cette campagne. Vous n'avez pas l'air d'accord? Si. Enfin, pardon, oui, non, bien sûr, la demande, le besoin presque de politique reste très élevé, peut-être même encore plus élevé qu'avant. Simplement, il ne prend plus les formes classiques. On voit bien que la participation aux élections, hors la spécificité présidentielle, diminue de manière tendancielle dans l'ensemble des grandes démocraties. Il y a vraiment une baisse. Alors, il y a des petites variations, mais enfin, c'est une baisse historique. Donc, c'est aussi ça qu'on peut imaginer comme post-démocratie. Quelles sont les formes de participation? La participation aux partis, de manière générale, aux grandes institutions, les syndicats, les grandes organisations, est aussi mise en cause. On est sur des formes de mobilisation, des formes nouvelles, depuis des années, hein, c'est pas non plus tout nouveau, et la primaire fait partie. Les primaires font partie de cet ensemble. La question qui se pose pour les primaires, c'est aussi une question institutionnelle. C'est-à-dire que dans la Ve République, avec le mode de scrutin que nous avons avec les 2 tours pour la présidentielle, les primaires, qui sont elles-mêmes organisées à 2 tours, qu'on a copié la présidentielle. Bon, pourquoi? On ne sait pas. Enfin, en tout cas, ça fait comme une présidentielle pour les candidats à 4 tours. Enfin, c'est quelque chose de... Et si on ajoute en plus, puisqu'il y a les élections législatives derrière, il y a 6 tours d'élections. Donc ça participe à démotiver alors que les élections elles-mêmes sont une forme voilà, qui n'est plus la forme principale par laquelle on exprime son choix, etc. C'est quelque chose qui pose un problème. D'autant que traditionnellement, dans la Ve République, la primaire entre les camps qui vont s'affronter au second tour, c'est le premier tour. Mais oui, justement. Hein? Donc là, on a des candidats, ça a été dit, Macron, Mélenchon, à gauche, dans l'aile gauche, le camp de la gauche au sens très large. Très large alors, hein. C'est vraiment les 2 pôles de la gauche. Hein. Qu'est-ce qu'ils font, chacun dans son style, avec son programme, son offre très particulière et très différente, Mélenchon et Macron? Ils jouent pleinement la Ve République. Un homme se présente face au peuple. On voit que Jean-Luc Mélenchon est sorti du lien avec le Parti communiste, de son alliance, du Front de gauche. Et pour l'instant, Macron a créé son ça leur mouvement. réussit. Et pour le moment, ça leur réussit. Alors on verra, la campagne n'a pas vraiment commencé, on le sait, etc. Mais en tout cas, ça leur réussit. Et les anciens partis, quand il y a un intérêt, le PS en 2011, les Républicains cette année, qu'il y a la gagne au bout, qu'il y a quelque chose à gagner, qu'on sait qu'on va... C'était contre Sarkozy en 2011, et là c'est promis à la droite parce qu'il y a véritablement un besoin de changement, etc., même si évidemment il y a la menace du Front National. Là, il y a une mobilisation très forte. La primaire sert de catalyseur. Alors que quand il y a une perspective de défaite envisagée, probable, on verra, mais là, la mobilisation est moins forte. D'autant qu'il y a un président qui était le président sortant dans la Ve République qui ne se représente pas, c'est une première. Donc une démobilisation très forte et du coup une incertitude. Donc là, on cumule, si vous voulez, les facteurs pour que cette primaire... Vanessa Jérôme, bien sûr, ne soit pas, en un mot ne soit pas efficace et qu'elle ne joue pas son rôle. Justement, puisqu'on parle d'efficacité, Vanessa Jérôme, quand il y a une primaire, normalement, à la sortie, le candidat gagnant, il doit y avoir une machine de guerre derrière lui. Une machine de guerre, excusez-moi du mot, mais c'est un parti, c'est des militants qui sont revigorés, qui sont motivés. Ça ne sera pas le cas pour le gagnant de la primaire de la Belle Alliance Populaire? Alors ça, encore une fois, il faudra voir. En tout cas, il y a peut-être quand même une chose qu'on peut dire, c'est que
la mesure qu'on fait de la mobilisation autour des partis politiques maintenant, elle est aussi faite en fonction de ce qu'on pense que les partis ont été. Les partis se sont déjà mieux portés en France, c'est indéniable. Ils ne se sont jamais très bien portés. En France, il y a toujours eu une forme de méfiance, même parfois. de défiance vis-à-vis des partis qui sont toujours quand même globalement considérés comme des machines électorales à sélectionner des candidats, etc. On dit assez peu qu'un parti politique, c'est aussi une instance de socialisation, de politisation, alors des masses ou de moins de personnes, mais voilà, que c'est aussi une communauté de croyances, de pratiques, pas seulement d'intérêts. C'est pas simplement la course de petits chevaux et la sélection des candidats. Donc les partis ont jamais été très importants en France. Alors effectivement, ils le sont plus beaucoup. On a perdu, l'ensemble des partis politiques ont perdu beaucoup d'adhérents. Alors maintenant, il faut voir aussi comment on les compte, les adhérents. Parce que si je prends l'exemple que je connais le mieux, qui est le Parti vert français, bien depuis sa création en 1984... Sur lequel vous avez travaillé depuis de très nombreuses années, voilà, quasiment depuis 2002. Voilà. En l'occurrence, le Parti vert, son étiage, c'est autour de 6-8 000 militants encartés à jour de cotisation. Et ça n'a pas bougé. Alors parfois, il y a des pics. Il y en a eu un au moment de la transformation des Verts en OLV. Vous avez une idée sur le nombre chez les socialistes ? Globalement, alors après, c'est un peu comme les manifestations. Hein. C'est toujours compliqué de donner des chiffres officiels. Mais soyez l'arbitre au milieu. On est autour, a priori, de 80 000 encartés, en bonne et due forme. Donc, il n'y a jamais eu un très grand engouement pour les partis politiques. Il y a toujours eu des formes plurielles d'engagement militant. Il y a 100 000 manières de s'engager en politique, de s'intéresser à la politique, de militer dans des associations, militer dans des mouvements, dans des collectifs, aller manifester. Voilà. Donc, il faudrait pas conclure un peu trop rapidement que pas d'engagement dans les partis politiques. Alors, d'abord que les partis sont morts, parce qu'on annonce leur mort, mais jusque-là, ils sont toujours vivants. Il y en a qui meurent, ils renaissent. Et en tout cas, il y a toujours eu des formes plurielles d'engagement. Et peut-être que, le moment qu'on vit là avec la primaire, c'est un moment de transition. Vous rejoignez ce que disait Laurent Bouvet, un moment de bascule peut-être. De transition, de bascule, je ne sais pas. En tout cas, il y a des usages pluriels, stratégistes des primaires. Tous les partis politiques ne font pas des primaires pour la même raison. Chez les Verts, on ne fait pas une primaire pour sélectionner le candidat gagnant au deuxième tour de l'élection présidentielle. Il n'y a pas d'espoir de la gagner. Donc dans ce parti-là, par exemple, la primaire, elle sert à autre chose. Elle sert justement à refédérer le collectif militant, à essayer de l'élargir, parce que les frontières des partis politiques sont aussi très poreuses. Différents objectifs. Oui, en fonction des partis politiques et des séquences, les usages sont différenciés. Je vais vous laisser la parole dans un instant. Justement, au moment où les partis politiques sont à la peine, vous venez de le rappeler, les initiatives citoyennes se sont multipliées ces dernières années. Alors, préfigurent-elles de nouvelles formes de représentation politique ? On voit cela avec Julie Hulin et vous en parlez juste après. Regardez. Exister politiquement sans parti politique. Entre démarche participative et volonté de transgression, ils sont nombreux à avoir déjà tenté l'aventure. En 2006, Ségolène Royal crée Désir d'avenir, un laboratoire d'idées citoyens et participatifs. Résultat, plus de 10 000 adhérents qui contribueront à sa victoire à la primaire, mais ne suffiront pas à la porter jusqu'à la présidence. En 2013, le socialiste Pierre Larouturou lance avec des personnalités de la société civile le mouvement Nouvelle Donne. Son souhait, provoquer un sursaut. 3 ans plus tard, le mouvement est miné par des luttes internes. Face à des partis traditionnels affaiblis, de nombreux mouvements citoyens ont vu le jour ces dernières années. Nuit debout, Bleu Blanc Zèbre, Démocratie ouverte, Ma Voix. Le 15 décembre dernier, laprimaire.org, première primaire en ligne ouverte à tous les citoyens français, a élu sa candidate, Charlotte Marchandise, grâce à 32 000 internautes. 2 fois plus de votants que lors de la primaire Europe Écologie Les Verts. Voilà, il y a pléthore de mouvements. Jérôme Sainte-Marie, mais on n'a pas l'impression là qu'il y ait un mouvement qui ait trouvé véritablement, la solution. Non pas miracle, elle n'existe pas, mais la solution pour remplacer les partis. Non, c'est une étoile filante dans le paysage politique. Alors plusieurs remarques. La première, c'est quand même de rappeler quand même la gravité de la situation pour les partis, et notamment pour les grands partis. Je pense au Parti socialiste, évidemment, aujourd'hui. 2 600 000 électeurs à la précédente primaire, au premier tour. Et au Congrès de Poitiers, je parle sous votre contrôle, mais je crois que c'était 70 000 votants.
c'est-à-dire rien, et la majorité donc, du Parti socialiste, du parti au pouvoir, 40 000 votants, 40 000 voix. C'est vraiment rien. Si vous enlevez ceux qui sont élus, conjoints d'élus, salariés d'élus, etc. N'ajoutez plus, il reste plus grand monde. Il n'y a plus grand monde, vous voyez bien. Donc, quand on dit que c'est des partis militants, idéologiques, etc., tout ça a totalement disparu. Alors, et là, je trouve que c'est extrêmement grave, et c'est pas remplacé, à mes yeux, par l'ingénierie démocratique qu'on nous propose. C'est que, aussi, sans vouloir... moi, j'ai connu un petit peu cette période-là où, quand même, vous rencontriez un militant communiste, un militant socialiste, un militant trotskiste, un militant gaulliste, etc. Vous aviez quelqu'un qui était formé. Et là, c'est un sondeur qui parle. Quand vous dites formé, c'est-à-dire charpenté, structuré, vraiment imbibé des idées de son parti. Qui se trompait sans doute, mais qui, mais d'une manière différente des autres, et qui, en tout cas, avait une culture, avait des références et avait des idées. Et c'est un sondeur qui parle, si vous voulez. C'est bien beau, mais aujourd'hui, on a de plus en plus des opinions. C'est fort sympathique et ça permet de faire des sondages, mais il y a une différence radicale entre des opinions et des idées politiques. Et là, c'était ça. Alors, le cas extrême étant probablement le Parti communiste, le bouquin de Julien Michi sur le Parti communiste est assez remarquable. Mais là, on avait effectivement une formation. En plus, c'était souvent une formation pour des gens qui n'avaient pas reçu à travers l'éducation nationale. Et donc, vous aviez des gens qui étaient structurés. Et ben, ça donnait, si vous voulez, une richesse au débat politique qui est sans comparaison avec des gens qui vont aller qui vont avoir des opinions comme ça. Alors, ça se trouve. Je ne dis pas que c'est pas un propos totalement réactionnaire, etc. Il y a effectivement, on le voit, des gens qui, par Internet ou autre, acquièrent une culture. Mais c'est un peu comme des autodidactes par rapport à des gens qui ont été formés, si vous voulez. Et là, c'est vrai que là, le parti politique, sa crise a des conséquences, à mon avis, pour la vie démocratique très graves. Valérie Torrian, est-ce que c'est pas l'offre politique aussi qui induit ce genre de comportement, finalement, de disparition? C'est presque une espèce en voie de disparition, le vrai militant, etc., tel qu'on l'a connu, justement parce qu'il y a une offre parfois qui se marche sur les pieds, entre un Emmanuel Macron qui se dit ni de droite ni de gauche, et on va retrouver des marcheurs ou des militants qu'on n'a pas vus ailleurs, comme avant. Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a un éclatement, il y a un morcellement. Moi, je suis d'accord aussi avec le fait que, tout à l'heure, vous disiez, en France, les partis politiques, ça n'a jamais vraiment pris, ça n'a jamais vraiment marché. Moi, je crois qu'il y a eu une époque où, en France, alors, pour le meilleur ou pour le pire, hein, mais parfois, les gens étaient il y avait une sociabilité, il y avait une culture de groupe, de parti. Il y avait des idées aussi. Il y avait une fraternité. Même de contre-société pour le Parti communiste. Et le Parti communiste, c'était une vraie contre-société. C'était les maisons de la culture, c'était plein de choses qui formaient un tissu non seulement politique. Et voilà, quand vous étiez dans une commune communiste, vous partiez grâce au parti en colonie de vacances, dans les écoles. On lisait la presse communiste. Tout ça structuré. Vous avez l'air de bien connaître. Il y a un vécu. Non, mais c'était une culture, c'était une véritable culture. On peut dire la même chose pour les monarchistes ou pour des... Et il y avait une socialisation générale. Et même à gauche, les trotskistes, moi je me souviens d'une époque, dans les années 70 ou 80, on reconnaissait les militants trotskistes, les gens quand ils parlaient, quand ils s'exprimaient, on pouvait tout de suite dire à quelle famille ils appartenaient, donc on se reconnaissait mutuellement les uns les autres. Aujourd'hui, je crois qu'entre eux, il y a eu aussi un peu, à un moment donné, une chape de plomb, c'est-à-dire que petit à petit, il y a eu des opinions qui étaient censées être les bonnes, et celles qu'on pouvait dire, et qui étaient dissibles, et celles dont on avait un peu honte. Les cartes ont commencé à être brouillées. Il y a eu des choses qu'il ne fallait plus dire. Quand on était à gauche et qu'on était sur certains points de vue républicains, on avait l'impression des fois d'être ostracisé, être pris pour des réacs, et ça aussi cloué le bec à beaucoup de gens à gauche qui se sont sentis complètement orphelins de convictions qui étaient les leurs. Donc tout ça aussi a contribué. Il y a eu à un moment donné à la fois cette chape de plomb et ce brouillage qui a contribué à flouter les lignes, et en même temps faire partir vers les extrêmes. Ça, c'est aussi une des conséquences, parce que là où on peut encore peut-être retrouver de la cohésion, de la sociabilité et un type de fraternité, c'est peut-être vers les extrêmes. Une forme de contre-culture au Front National, voilà, et qui est l'héritier en ce sens du Parti communiste, clairement. Et ça, c'est un vrai échec pour la gauche actuellement, qui par ailleurs va très mal, le Parti socialiste va très mal, on l'a dit, et je pense que, je ne sais pas si on est à un tournant, mais en tout cas on est dans un moment et là c'est très profond, c'est-à-dire qu'elle va mal idéologiquement, culturellement, je ne veux pas lui mettre la dernière pelletée de terre, mais quand même, Laurent Bouvet, il y a quand même une temporalité par rapport à ce qui vient d'être dit, qui est l'effondrement. Donc la chute du mur de Berlin, la fin du communisme réellement existant, comme on disait un moment, même si ça faisait un moment que c'était évidemment en crise, fait qu'il y a eu
une forme de victoire, d'hégémonie de la social-démocratie, du socialisme démocratique qui historiquement a gagné, mais qui, n'ayant plus de frères ennemis, d'aiguillons, de possibilités, s'est retrouvé finalement dans un moment où son projet rejoignait aussi la mondialisation, le capitalisme, la construction européenne, hein, c'était les années 90, etc., avec comme horizon simplement d'améliorer un petit peu le capitalisme, on va dire simplement. Il n'y avait plus la transformation, le changement, hein, le slogan de 1981, changer la vie, etc. Donc ça joue aussi un rôle parce que si on ajoute la démobilisation idéologique, pour dire les choses avec des grands mots, si on ajoute une forme de désocialisation, dont la crise économique, sociale, a joué aussi un grand rôle. On voit dans les grandes fédérations du Nord, du Pas-de-Calais, il y a un effondrement par le bas. C'est-à-dire que c'est comme si on retirait le socle, les gens sont complètement n'ont plus rien. Donc il y a plus de structure, etc. Si on y ajoute aussi aujourd'hui tout un discours, les médias aussi co-responsables, de la participation citoyenne. Hein, on dit même plus civique, on dit citoyenne. C'est devenu un adjectif. Le citoyen. On a des citoyens partout. Alors comme des mouvements de citoyens, les citoyens se mobilisent. Alors il y a Alexandre Jardin. Un engouement citoyen. Alors il y a les primaires citoyennes, etc. Mais ce sont des citoyens. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Alors c'est l'expérience de leur vie. Ils sont eux-mêmes les experts de leur propre vie. Ben oui, mais et alors? C'est pas ça la politique. La politique, c'est l'ordre de la généralité. En mettant en avant ces citoyens, et c'est normal, c'est le rôle aussi des médias, on participe à affaiblir les partis. Ça participe à une désidéologisation du débat parce que il y a des bonnes idées à droite, il y a des bonnes idées à gauche. Alors si tous les citoyens se donnaient la main pour enfin faire une politique qui soit plus... Enfin, tout ce discours lénifiant n'est pas un discours politique. Ce n'est pas un discours qui enjoint des clivages, qui enjoint un intérêt. D'ailleurs, la preuve, ça n'intéresse personne. Là, je suis sûre qu'il y a toutes les réactions sur les réseaux sociaux, Laurent Ouvec, qui sont en train de vous dire pourquoi nous n'aurions pas le droit, nous, non, mais bien sûr, de nous impliquer, être citoyen, ça veut dire ne pas avoir droit. Évidemment, quand on est citoyen, non seulement on a le droit, on pourrait aussi dire le devoir de participer. Hein, on a le droit, effectivement, de s'exprimer, et pas seulement pendant les élections. C'est une vision réductrice. Mais si la démocratie ou la post-démocratie, c'est laisser de côté la représentation, l'élection pour des formes de jurys citoyens, d'expression citoyenne, de conférences de citoyens, etc. Ça va donner quoi? Ça va donner une espèce, pardonnez-moi l'expression, de soupe, un petit peu un brouet pas très clair, etc., dans lequel on ne distingue rien, dans lequel il n'y a plus d'idées. Et qui gagne? Qui gagne? Qui est le véritable vainqueur de cette illusion d'une citoyenneté comme ça, éthérée? Ce sont les populismes. Ce sont ceux qui proposent quelque chose de très clair et parfois de très dur. Qu'est-ce qu'on fait dans les nouveaux leadership? Par exemple, Vanessa Jérôme, concrètement, est-ce que le mouvement d'Emmanuel Macron, avec ses marcheurs, ou encore la stratégie très pensée de Jean-Luc Mélenchon sur YouTube, mais pas seulement, est-ce que ces formes de leadership ringardisent les partis? Même si Jean-Luc Mélenchon s'appuie également sur un parti. Bon, je crois que déjà ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est clair, et je crois qu'on était tous d'accord là-dessus, c'était que l'activité militante s'est dévalorisée socialement. Très clairement, il y a eu une époque où ce qui était has-been, c'était de ne pas militer, de ne pas être dans des orgas, de ne pas être engagé. Bon, voilà. Ce temps-là, il a changé. C'est coûteux. Il faut réaliser que militer politiquement aujourd'hui, c'est coûteux. C'est coûteux parce que c'est vraiment un engagement personnel, c'est un engagement. Alors, c'est évidemment un engagement en temps, en argent. On visibilise des préférences partisanes qui sont dans l'acte de vote qui est secret, hein, dans l'isoloir caché. Militer sur sa ville, ça veut dire se faire de nouveaux amis, mais aussi de nouveaux ennemis. Si on a des enfants, ça veut dire avoir à faire, à gérer des relations entre parents d'élèves, etc. C'est coûteux d'être un militant politique et surtout d'une petite formation qui a des positions très tranchées, etc. C'est coûteux dans le même temps que l'activité politique s'est dévalorisée. Pourquoi? Parce qu'on ne cesse d'en parler que finalement sur un mode qui est dévalorisant. La course de petits chevaux, l'idée que les petites phrases, etc. On participe tous d'une certaine manière à dévaloriser non pas les partis politiques en tant que tels dans le fond, mais l'activité politique de manière générale qui n'est plus noble, qui est
une somme une espèce de petite compétition pour des postes entre professionnels de la politique qui en vivent, qui font carrière, et c'est scandaleux, etc. Donc cette dévalorisation de l'action politique, elle est très claire. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les frontières des partis politiques, elles sont poreuses, et ce qu'il faut regarder, peut-être un petit peu, voilà, Frédéric Savicki proposait ça il y a longtemps, c'est le milieu partisan. Les milieux partisans, les milieux militants, ils sont riches, très riche de tout un tas de gens qui s'engagent dans des mouvements de justice climatique, Alternatiba, etc. Et puis, il y a, au-dessus de ça, des formes peut-être d'entreprises personnalisées. Alors là, on a Macron, par exemple, Emmanuel Macron. D'entreprise personnalisée, tiens. Oui, entreprise politique personnalisée, c'est-à-dire à un moment donné, on dit très bien, les politiques c'est has-been, ça fonctionne plus, sont des collectifs qui sont en panne, qui mobilisent plus et qui en plus pèse sur les volontés individuelles de proposition. Pardonnez-moi, Vanessa Jérôme, vous dites qu'Emmanuel Macron, c'est en fait le symptôme. Il répond à une crise, il n'est pas la solution. Alors, je ne sais pas s'il est la solution. Mais vous le décrivez comme s'il répondait... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, en tout cas, il y a une manière d'essayer de s'affranchir des organisations partisanes. Il est de moins en moins le symptôme, et peut-être de plus en plus une solution pour beaucoup de gens qui se reconnaissent dans cette démarche. Donc, il faut faire attention avec un miroir. Oui, bien sûr, un miroir. En tout cas, c'est une des manières d'essayer d'échapper aux frontières partisanes, c'est de construire des entreprises politiques personnalisées. C'est pas la première fois que ça existe. Mais c'est un peu balayé rapidement. Oui, dites-moi, il y a encore un mot que vous n'avez pas utilisé, c'est les idées, Jérôme Sainte-Marie. Elles sont où, les idées, aujourd'hui? J'en ai parlé tout à l'heure. Oui, non, mais elles sont... Je ne donnerai pas les miennes. Mais à la question, elles sont où, les idées? Un mot quand même par rapport à Macron. Faut quand même voir que l'originalité de la démarche n'est pas telle. C'est voilà quelqu'un qui fait des meetings, qui envoie des gens, des équipes faire du porte-à-porte, qui va investir des candidats aux élections législatives, qui espère accéder... Il a un mode très classique, en fait. C'est un peu la construction de la politique par le haut. Bon, c'est un peu comme Giscard d'Estaing à une époque. Pourquoi certains semblent s'en émerveiller, certains. Et surtout, qui rassemble des gens qui, pour l'instant, alors tout ça, il n'a pas tellement précisé son idée, mais enfin, quand même, il représente un peu l'esprit du temps. C'est-à-dire qu'il représente donc la synthèse de tous les libéralismes, et les gens le rejoignent parce qu'ils sentent, pour l'instant, confusément, que ça correspond à leur sensibilité. Et c'est quelque chose qui peut très bien, assez rapidement, prendre la forme d'un parti politique. En tout cas, il n'y a rien de novateur. Dès lors qu'il va présenter des candidats aux élections législatives, ça va devenir un parti politique. Mais pour l'instant, Emmanuel Macron, il plaît aussi par tout ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, il n'est pas justement du Parti socialiste, il ne participe pas à la primaire de la Belle Alliance populaire. Il n'a jamais été élu. Il a fait finalement, un passage dans le gouvernement très rapide. Il est du système, enfin en même temps, il prétend qu'il ne l'est pas. Donc voilà, et il ne sortira du flou qu'à ses dépens. Donc pour l'instant, il prolonge le flou le plus longtemps possible. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses, il n'y a rien derrière. Et on va voir, il aura aussi l'occasion de se replacer, de consolider pour ça. l'instant, c'est pas ce qu'il y a au cœur du réacteur, Macron. On ne sait toujours pas. Mais ce que je voulais dire par rapport à la société, à l'engagement et à ce dont on parlait il y a quelques instants, c'est que n'oublions pas qu'on est dans une société qui prône, mais d'une manière constante et depuis un certain temps, et c'est fondamental, l'individualisme. Nous sommes dans une société où c'est l'individu qui prime et c'est l'individu qui est poussé en avant, d'accord ? Dans la société française et le modèle universaliste, qui est encore peut-être celui, j'espère, de la société française, eh bien, c'était la somme d'individus qui, à un moment donné, justement s'agréger ensemble pour un projet collectif. C'était en ce sens-là que l'universalisme il était fort et que ça représentait une spécificité française qui pouvait justement, de ce point de vue-là, être assez pertinente. Aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est qu'on est dans l'individualisation. Donc, ce ne sont plus des individus qui décident de s'associer pour un projet ensemble et l'intérêt général et un projet collectif. C'est plutôt la prépondérance du groupe et des droits du groupe et des droits des minorités et ensuite des droits des communautés. Donc, ce à quoi on assiste aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est une émergence de ça, des communautés, des communautarismes, et la politique va aussi se placer sur ce terrain-là, ce qui n'existait pas il y a 20 ans. Ça, c'est un autre défi, et ça rejoint, c'est quelque chose c'est un des challenges nombreux, un des challenges que n'a pas su relever, à mon avis, la gauche, et c'est aussi une des raisons aujourd'hui de son échec. Quelle réponse elle y a donné? Aucune. Elle a fait l'autruche le plus souvent possible. Et par rapport à la droite, et aux enjeux de cette présidentielle. Voilà. Donc les groupes qui se dégagent aujourd'hui ne sont pas forcément
ce qu'on imaginait. Je vais vous laisser tous réagir. Je vais vous laisser vraiment le temps de conclure tranquillement. Mais juste, Laurent Beauvais, vous avez pas mal de réactions, notamment celle de Frédéric Dubois. Parce que c'est vrai, c'est paradoxal, et je rejoins un petit peu ce qu'il dit. Je me fais son porte-parole, si je puis dire. Parce que vous dites depuis tout à l'heure, renouveau, les partis sont en difficulté, il faut faire respirer tout cela. Oui. Et quand on parle de citoyens et d'engagement, mais attention, la politique, il ne faut pas y toucher. Pas tout le monde. Bon, il y a une forme de mépris, dit Frédéric Dubois. C'est absolument pas du mépris, bien évidemment. Et si ça en a laissé l'idée, c'est que je me suis mal exprimé, parce que c'est pas du tout du mépris, mais ça va exactement dans le sens que vient de dire Valérie Toragnan. C'est-à-dire que on a de plus en plus d'appels à la citoyenneté, de contournement des formes classiques, des formes traditionnelles, ce qu'on appelle les répertoires d'action traditionnels de la politique, par des appels au peuple, dans la forme un peu populiste, par les appels aux citoyens, à la citoyenneté, à la démocratie participative, à une forme par le bas de régénération, etc. Et en même temps, dans une société de plus en plus individualisée, de plus en plus avec des aspirations individualisées, de ciselage dans le commerce, etc., par rapport aux besoins, etc. Donc c'est là où je dis, non pas, c'est pas du mépris, mais où je dis qu'il y a une forme d'illusion. Parce que la politique, c'est l'ordre de la généralité. C'est-à-dire qu'à partir d'aspirations, d'intérêts individuels, d'intérêts particuliers, d'éléments qui constituent tout ce qui est l'homme moderne, c'est-à-dire aussi dans ses identités multiples, etc. Tout cela est agrégé dans une généralité qui dépasse la somme de ces individualités, de ces particularités, pour en faire un projet qui permet à des gens très différents d'adhérer par les idées, par ce qu'on appelle aujourd'hui, de manière un peu galvaudée, les valeurs, j'aime pas beaucoup le mot, mais enfin, des grandes idées, qui permettent d'adhérer avec un projet. On a eu le projet gaulliste, il y avait le socialisme, il y a eu les formes conservatrices de résistance, ça peut être par la religion, par le christianisme, la démocratie chrétienne, on voit bien des formes d'islam politique, même aujourd'hui, etc. Donc d'agréger, mais de proposer quelque chose au-delà de sa communauté, au-delà de son intérêt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis simplement ça, et ça répond évidemment au tuto qui m'interpelle, c'est pas du mépris, c'est simplement qu'il y a une illusion d'en dire, si vous voulez, en sautant sur sa chaise, pour paraphraser De Gaulle, citoyen, citoyen, citoyen. Citoyen quoi ? Citoyen où ? Citoyen pourquoi ? C'est de l'incantation. Voilà. C'est de l'incantation, c'est de l'illusion. C'est simplement ça. Mais évidemment, moi je suis très fier de pouvoir être un citoyen engagé, pouvoir le dire dans le débat public. Le flou et est c'est très dissipé. important Il n'y a de plus de flou, il n'y a plus de loup. Alors je vous laisse conclure, Jérôme Sainte-Marie et Vanessa Jérôme. Oui, alors deux choses. La première, c'est par rapport au communautarisme. Quand on fait de la politique, quand le travail que je peux faire, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Je vous renvoie au livre Gouverner Marseille, par exemple, et vous voyez bien que pour chaque municipal, à l'époque de Defer, et puis avant et après, il y avait les Arméniens, les Juifs, les catholiques, les Comoriens désormais, tout cela. Et donc après, on faisait du collectif, mais ça cachait aussi une distribution clientéliste avec des communautés et en réalité avec les représentants souvent autoproclamés de communautés qui n'existent pas réellement. La seconde chose, et la dernière pour moi, ça sera de souligner que la crise des partis politiques est tout à fait relative. On s'aperçoit qu'elle sévit très fortement chez ceux qui innovent le plus, ou en tout cas qu'on ce discours de faire de la politique autrement depuis des dizaines d'années, c'était notamment les écologistes, et inversement, vous avez des grandes réussites. Une grande réussite d'un point de vue technique en politique, c'est le Front National. Voilà un parti qui est vertical, qui est classique et qui a réussi à gagner 12 points entre deux présidentielles apparemment et qui va tutoyer sans doute les 30% bientôt. Voilà une vraie formation. Et donc il y a d'autres exemples de ce genre. Là aussi la démarche de, à la fois de Macron et de Mélenchon, c'est quand même pas les formules les plus participatives qui soient, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tout ça est vertical. Et je finirai par là. Pourquoi ? Parce que ce que les gens veulent, c'est pas forcément se faire plaisir sur une place, y compris la place de la République, ils veulent simplement que le pouvoir soit exercé en fonction de leurs valeurs, de leurs intérêts, de leur affect. Eh bien ça, ils le trouvent actuellement dans des formations, comme autrefois d'ailleurs, dans des formations extrêmement classiques. Pour conclure, Vanessa Jérôme, c'est finalement le retour à un classicisme dans les partis
là qui est prôné. Pas tout à fait au fond. C'est plus compliqué que ça. C'est la conclusion. Toujours. Je crois que ce qu'il faut rappeler peut-être aussi, et ce qui n'a pas été dit jusque-là, c'est que devenir un militant, ça ne se décrète pas. Il y a des conditions sociales, de probabilité de s'engager en politique qui sont inégalement distribuées dans la population. Donc voilà, s'engager, ça ne se décrète pas, point 1. Point 2, s'engager dans quoi où, pour quelle cause, ça ne se décrète pas non plus. On fait de l'analyse de trajectoire biographique militante, on voit très bien que tout n'est pas possible en fonction des socialisations des gens, etc. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a effectivement rappelé que... Mot de la fin, oui. Oui, que les partis politiques sont peut-être insatisfaisants... mais ils ne sont pas morts. Mais ne sont pas morts. La question... Vous dites qu'on pourrait refaire ce moi, débat dans 10 ans, c'est bien cela? Mais on l'a fait il y a 10 ans ouais. Et on en fera sûrement dans 10 ans. En tout cas, ce qui me semble intéressant, c'est de voir au-delà des frontières partisanes, parce que je pense que les mobilisations, y compris citoyennes, elles sont au-delà des frontières des partis. Et nous verrons tout cela à l'épreuve de ce scrutin, de cette campagne présidentielle. Merci pour votre analyse et ce débat. La suite de votre émission, dans l'actualité, Donald Trump qui défie et étrille l'Europe, migrants, OTAN, Brexit. Eh bien, le président élu lâche ses coups et multiplie les déclarations choc. C'est le thème du match des idées qui opposera dans quelques instants l'essayiste Robin Rivaton à Marc-Olivier Padis, directeur des études de Terra Nova. A tout de suite, on vous attend. Pierre Laurent, sénateur et secrétaire national du Parti communiste français, sera l'invité de Cyril Viguier dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Demain, à 18h30, Public Sénat vous propose de suivre en direct les vœux du président du Sénat. À quelques mois de l'élection présidentielle et des élections sénatoriales, Gérard Larcher s'exprimera devant un parterre de personnalités politiques de tous bords. Les vœux du président du Sénat, demain à 18h30, en direct sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, bien sûr. C'est votre émission. On va plus loin pour débattre à présent des déclarations de Donald Trump. Vis-à-vis de l'Europe, le président élu, qui sera officiellement investi dans quelques jours, n'épargne pas l'Europe. Au contraire, dans 2 interviews accordées à des journaux européens, il ne retient pas ses coups. Dans ce contexte, quelle Europe faut-il pour ne pas se laisser submerger par la vague Trump? Eh bien, on en parle avec nos invités ce soir. L'essayiste Robin Rivaton, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes notamment l'auteur de l'ouvrage « Quand l'État tue la nation » chez Plomb. Face à vous et avec nous, Marc-Olivier Padis, bonsoir. Bonsoir. Directeur des études de think tank Terra Nova. Alors, Donald Trump défie l'Europe, Marc-Olivier Padis, sur différents sujets en dénonçant, notamment, là je parle des migrants, l'erreur catastrophique de Merkel ou encore le succès du Brexit qui verra d'autres pays, dit-il, quitter l'UE. Est-ce que vous diriez, comme le candidat Manuel Valls, que c'est une véritable déclaration de guerre contre l'Europe ? Pour cela, il faudrait pouvoir attribuer un poids et un sens des responsabilités aux propos de Trump, dont on n'est pas encore sûr qu'il ait vraiment mesuré l'impact de ces déclarations. Il n'a pas encore vu qu'en politique, les mots ont un statut très particulier, c'est-à-dire que les mots ont des conséquences. Et il n'a pas encore eu l'occasion, il n'est pas encore investi, il n'a pas eu encore l'occasion de voir vraiment toutes les conséquences que peuvent avoir ces déclarations. Du moins, c'est mon interprétation aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure c'est un discours vraiment conséquent. Il y a une part d'inconséquence qui a plu d'ailleurs aux électeurs, qui plaît aux médias, aux journalistes aussi, parce qu'ils tranchent avec les usages du discours diplomatique notamment. Mais bon, quel sérieux, quel poids faut-il vraiment accorder à ces discours? Moi, je ne sais pas encore. En tout cas, dans ses provocations, Robin Rivaton, il est cohérent et il dit ce qu'il a promis. L'Amérique d'abord. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus réaliste que ce qu'on croit. Et il n'est pas le seul. Je rappelle qu'aux frontières de l'Europe, vous avez quelqu'un comme Trump, vous avez quelqu'un comme Erdogan, vous avez quelqu'un comme aujourd'hui Poutine, qui sont des gens qui aujourd'hui sentent que l'Europe est faible, que l'Europe est friable, qu'elle est en situation de fragilité, et à ce titre-là, montrent les muscles et jouent la force. Je pense qu'ils ont une posture beaucoup plus réaliste parce que c'est quelque chose qu'ils ressentent. La politique et la diplomatie, c'est aussi quelque chose, quand on sent la faiblesse de l'adversaire, on a tendance à montrer sa propre force. Et aujourd'hui, ces 3 acteurs, et on peut en citer d'autres,
d'autres, montrent bien, et en tout cas font sentir à l'Europe qu'elle est très faible. Elle est très faible sur le plan économique. Une partie de la doctrine américaine, la croissance économique américaine très forte de ces dernières années qui a contrasté avec la faiblesse européenne, les puissances des grands groupes américains, la puissance du dollar qui continue de s'affirmer et la faiblesse de l'euro paradoxalement, font qu'aujourd'hui on a un certain nombre de grands blocs, y compris aussi la Chine dans une moindre mesure, mais qui montre aussi les muscles par rapport à l'Europe, qui méprisent le continent européen. Vous êtes d'accord, Marc-Olivier Padis? C'est vrai que cette thèse aussi, on l'entend beaucoup, c'est-à-dire qu'il a tout simplement repéré, j'allais même dire, pour aller plus loin, renifler les faiblesses de l'Europe qui sont patentes, qui sont flagrantes, tout simplement. Il en joue, Donald Trump. Oui, mais est-ce qu'il a tapé juste sur les faiblesses de l'Europe? Ça, je dirais. C'est-à-dire, effectivement, l'Europe n'est pas dans une situation favorable aujourd'hui. Mais est-ce qu'il a visé juste? Je ne pense pas. Prenons un sujet. Prenons un sujet. Bon, les migrants. Évidemment, c'est une difficulté extrêmement grande de faire face à cet afflux de migrants qui sont arrivés. Cela dit, les migrants ont-ils créé des divisions entre les pays européens, c'est-à-dire des divisions, elles ont créé un sentiment d'incompréhension de part de la population par rapport à la décision européenne de répartir les migrants. Mais du point de vue des positions des différents pays, il n'y a pas de ferment de division si l'on arrive à prendre à répondre correctement à la situation de la Grèce et de l'Italie qui sont très très exposées. Et quand Trump dit, en fait l'alternative que propose Trump, c'est quoi? Il fallait empêcher les Syriens d'arriver en Europe. D'accord? Comment? Je prendrai un exemple. S'il avait visé juste la difficulté de l'Europe aujourd'hui sur ce sujet, quelle est-elle? C'est que aujourd'hui, nous sommes obligés de négocier justement avec Erdogan, avec la Turquie, pour qu'il garde les migrants, les réfugiés syriens chez lui. Enfin nous, Angela Merkel surtout. Angela Merkel, puisque la France est sortie on n'a pas été consulté. Ouais, on n'a pas dénoncé l'accord. Mais ce que je crois, c'est que ça va au-delà de la diplomatie. On le voit sur le champ économique. Quand on voit des grands groupes européens se faire sanctionner parce qu'ils ont utilisé le dollar hors des frontières américaines pour des prestations qui étaient considérées comme légales ou normales, des grandes banques françaises qui prennent des amendes qui sont calculées juste pour tomber sur quelque chose qui soit supportable par ces banques, mais en même temps qui les pénalisent très lourdement. Quand on voit les prises de position prises par des banques américaines sur le marché mondial grâce à des réglementations comme BAL 3 ou BAL 4 peut-être, qui sont des réglementations qui leur sont favorables. Quand on voit des grands groupes du numérique qui ont réussi à éviter ou à éviter toutes les réglementations ou toutes les tentatives de réglementation de l'Union européenne. Je vous le rappelle que lors de la dernière Commission européenne, l'Allemagne avait choisi de prendre le commissaire européen au numérique pour avoir un combat très fort sur les activités contre les GAFA. C'est un combat qu'elle a perdu et qu'elle le reconnaît aujourd'hui avoir perdu. Et donc on voit bien qu'il y a une succession de défaites quand on voit on peut remonter un peu en arrière, mais les panneaux solaires chinois qu'on était incapables de taxer pour cause de dumping social et qui ont fait effondrer l'industrie du panneau solaire allemand. On voit bien qu'aujourd'hui l'Europe va très mal et la cause principale de cette Europe qui va très mal, c'est une France qui va très très mal. L'Allemagne joue son rôle, elle essaye de le montrer, elle n'est pas non plus totalement légitime sur la scène internationale ou diplomatique pour le faire. On voit bien qu'à chaque fois elle est un peu gênée aux entournures pour prendre ces positions-là. Et la France ne joue plus du tout son rôle et n'a plus cette crédibilité qui lui aurait permis de sanctionner l'Irlande quand l'Irlande met du dumping fiscal ou fiscal, qui aurait permis de sanctionner le Luxembourg, qui lui aurait permis de mettre en place des droits de douane aux frontières de l'Union européenne. Et aujourd'hui, cette incapacité de l'Europe à résister vient de la faiblesse congénitale de la France. Marc-Olivier Padis, là c'est un tableau, non pas noir, hein, certains disent réaliste, mais est-ce que justement ces déclarations, cette présidence qui se profile de Donald Trump, parce qu'il ne faut pas y voir enfin peut-être un électrochoc pour l'Europe, un sursaut pour l'Europe? Comme l'est déjà un peu le Brexit. Oui, mais alors, dans le fond, on l'attend encore le sursaut après le Brexit. Si, parce que le commentaire qu'on avait juste après le vote britannique, c'était la crainte d'une contagion pendant tout l'été. Quel pays allait proposer son référendum? Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est arrêté. On a vu que les Britanniques essayent d'optimiser la situation, de faire bonne figure dans une situation qu'ils sentent difficile, même si économiquement, ils n'ont pas encore ressenti les conséquences de leur vote. Mais il n'y a pas eu de contagion du Brexit. Quand Trump dit, c'est là que je dis, à nouveau, il tape à côté, malgré toutes les faiblesses justement que je vois bien de l'Europe, il tape à côté parce qu'il n'y a pas eu de partis souhaitant, même les partis extrémistes, imposant l'idée de référendum. Aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, on voit que la population européenne, malgré tout, reste attachée
à des acquis de la construction européenne. Donc il y a des points de faiblesse, bien sûr, il y a des divisions aussi entre des pays européens. Et je suis d'accord sur le fait que la France n'est pas tout à fait au rendez-vous. C'est ce que les Allemands nous laissent entendre, nous disent même régulièrement. Pour autant, la situation britannique ne semble pas très enviable, en tout cas. Sur ce point, alors que Donald Trump clairement dit qu'il faudrait qu'il y ait d'autres Brexit. En tous les cas, à la veille du discours demain de Theresa May, il lui dit éloignez-vous de l'Europe définitivement et venez vers nous, les États-Unis. Et prenez la ligne dure en voulant conclure un traité de libre-échange avec les États-Unis, alors même que pendant la période de transition et de négociation, ce traité de libre-échange ne peut être conclu, en tout cas pas signé avant la fin des négociations avec l'Union européenne. Donc on voit bien qu'il est sur une position très, très ambivalente, mais la touche d'espoir dans ce constat un peu sombre et de cette faiblesse quand même politique et économique de l'Europe aujourd'hui, c'est quand même de se dire qu'il y a 2 grandes élections l'année prochaine, dont surtout l'une commence par la France. Et je pense que la France, en faisant enfin des réformes nécessaires, alors on en parle toujours de ces réformes qui peuvent sembler un peu chimériques maintenant, mais elles sont quand même nécessaires, en prenant des engagements et en les respectant. Aujourd'hui, ce qui a été sanctionné par nos partenaires européens, c'est d'avoir dit maintes et maintes fois qu'on allait revenir à l'équilibre budgétaire. On ne l'a jamais fait, on est encore à 3% cette année, alors qu'on avait promis l'équilibre budgétaire en 2017. Et c'est cette absence de promesses non tenues qui nous pénalise. Si enfin on montre qu'on prend des engagements rapides, concrets, d'une part, cela bénéficiera à Angela Merkel si elle veut poursuivre son combat contre les populistes en Allemagne, et une France et une Allemagne qui se retrouvent en position forte, avec une légitimité politique, qui surmonte le risque politique qui est aujourd'hui associé à notre continent. Je rappelle juste que le risque politique était quelque chose qui était associé aux pays émergents pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est associé aux Européens. Les fonds d'investissement vous demandent des informations sur le risque politique européen. Sans surprise, vous appelez à une présidence de François Fillon. Selon vous, il faut ce genre de présidence face à Donald Trump. Extrêmement réformatrice, extrêmement forte, qui assume une réforme et un leadership pour la France, et que ce leadership pour la France rejaillisse sur le leadership européen, avec des propositions qu'il a portées par exemple sur l'euro, le fait qu'on arrête la dollarisation d'un certain nombre de transactions, mais qu'on passe à une euroisation de nos transactions, pour qu'on assume aussi ce statut de monnaie de réserve pour notre monnaie commune. Marc-Olivier Padi, je vais vous laisser réagir à cela, mais je voudrais qu'on écoute juste la réaction d'Angela Merkel après justement les déclarations du président américain élu. Encore, on l'écoute. Je pense que nous, les Européens, avons notre destin dans nos propres mains. Je vais continuer de m'engager pour que les 27 États membres travaillent ensemble vers l'avenir. Réaction tout en mesure, hein, tout en retenue, alors que François Hollande a déclaré tout à l'heure l'UE n'a pas besoin de conseil extérieur pour lui dire ce qu'elle a à faire. On voit qu'il y a beaucoup plus de prudence de la part d'Angela Merkel qui attend peut-être la suite, l'investiture, la présidence. Je pense qu'elle a été prudente parce que comme Trump a dit que c'était l'Allemagne en fait faisait l'Europe à sa main. Je pense qu'elle a souhaité apparaître extrêmement modérée et pas du tout comme la chef de l'Europe imposant ses volontés aux autres. Donc elle a pris ce ton. Ah oui, donc beaucoup d'intelligence dans la réponse. Elle est très, très, très intelligente et très politique, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, nos amis allemands regardent effectivement avec beaucoup d'inquiétude la perspective de l'élection présidentielle française parce qu'il y a une crainte en Allemagne que l'extrême droite puisse gagner les élections en France. Alors dans ce cas-là, on rentre dans un cycle d'affaiblissement de l'Europe et de la France, encore plus, évidemment, qui serait très inquiétant. En revanche, si l'élection présidentielle française se passe bien, c'est-à-dire, pour moi, dans une confrontation de partis de gouvernement responsables qui arrivent à mettre sur la table vraiment les enjeux importants pour la France, dans ce cas-là, la France mettra un terme à cette espèce de vague dont on a du mal qu'on a du mal à saisir depuis finalement du Brexit à l'élection de Trump. On a l'impression que tout glisse, que le sol se dérobe sous nos pieds. Mais si on arrive à retrouver un peu nos fondamentaux et à retomber sur une élection qui se déroule bien, je pense que ce sera un signe très très fort pour l'ensemble de l'Europe et évidemment ça encouragera les élections législatives allemandes qui suivront. Vous êtes presque en train de nous dire qu'il faut, Robin Rivaton, se réarmer intellectuellement, même face à Donald Trump. Mais face à l'ensemble, encore une fois, des
États-continents qui sont face à nous. La Chine, la Russie, une Turquie forte, très forte au Moyen-Orient, une Amérique qui réaffirme sa volonté de puissance. Ce sont autant de menaces pour une Europe qui, au final, a beaucoup, et notamment sur la partie nord de l'Europe, qui a beaucoup fonctionné, qui a beaucoup profité de la mondialisation. On l'oublie, mais l'Europe est aujourd'hui le continent qui exporte le plus de biens, qui entraîne le plus de richesses à l'intérieur de son sein aujourd'hui, donc qui profite des conditions actuelles, mais dont on voit bien que les conditions de demain sont absolument désastreuse pour l'Europe. Je prends un exemple juste pour le citer, mais 25% de la création de richesse se fait en Europe aujourd'hui. Le nombre de start-up de plus d'1 milliard qui sont basées en Europe, c'est 10%. 25% de la création de richesse aux États-Unis, le nombre de start-up de plus d'1 milliard, c'est 50%. Donc on voit bien que même pour la croissance de demain, l'Europe est à la peine, est à la traîne par rapport aux États-Unis, et on a besoin aussi de se réarmer intellectuellement, de se réarmer économiquement et d'avoir une vision plus positive de l'avenir. Et cet avenir, il passe par des réformes dans les deux pays. Mais le pire n'est pas... écrit. N'est pas écrit, n'est pas certain. Marc-Olivier Padis, vous êtes oui, mais d'accord? j'ajouterais que l'Europe est faible, effectivement, et nous avons des voisins avec des leaders forts. Mais il y a des leaders forts dans des pays qui ne sont pas forcément des pays en situation de force. La Turquie a aussi des faiblesses. La Russie a des faiblesses. La Russie ne prépare pas du tout son avenir. Il y a un accaparement des richesses par quelques apparatchiks. La politique de Poutine, il montre des muscles, mais en réalité... des pieds d'argile. Il est sur des pieds d'argile. Il est obligé de faire taire sa société pour garder le pouvoir. Erdogan, c'est pareil. Il est en train de multiplier toutes les tensions à l'intérieur de son pays. Il rouvre des fractures qu'il avait réussi. Il a dévitalisé son armée, son corps de police. Il a décapité effectivement son armée. Il n'est plus capable d'intervenir en Syrie. La Russie intervient en Syrie très bien. Est-ce qu'ils sont capables de gérer la situation mieux que les États-Unis et l'Europe? Et donc, tous ces pays qui aujourd'hui roulent des mécaniques, parlent fort, sont quand même dans une situation économique difficile et ils n'ont pas, disons, les fondamentaux politiques ne sont pas très sains dans ces pays. Mais pour conclure, il faudra quand même qu'on trouve notre place face à cet ordre ou ce désordre mondial. Et c'est maintenant que ça se joue, en 2017 pour nous. Et c'est maintenant, géopolitiquement, économiquement et militairement. Parce que quand l'Europe est incapable d'intervenir au Mali d'une seule voix et qu'elle envoie finalement la France qui se retrouve un peu toute seule, ou en tout cas qui se retrouve en première ligne, l'Europe là aussi échoue. L'Europe a besoin, et c'est là quelque part, autant les Français ont une responsabilité d'avoir un peu menti, autant les Allemands ont une responsabilité d'avoir un peu failli dans cet engagement, notamment de projection militaire à l'étranger. Et on a besoin très clairement de poser des briques assez fortes. La sortie du Royaume-Uni nous offre une opportunité pour reconstruire une défense européenne. Il faut la saisir. Voilà, c'est le moment du sursaut ou pas, mais du sursaut, on l'espère. Merci en tous les cas, messieurs, pour cette analyse. Merci. Dans quelques instants, c'est le grand entretien. Eh bien, on posera la question justement à notre invité Michel Onfray. Peut-il y avoir un sursaut? C'est pas trop le cas dans son livre Décadence. On en reparlera avec lui dans un instant. Mais d'abord, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. Face à la vague de froid qui s'abat sur le pays, le ministre de l'Intérieur se fixe un objectif ambitieux. Bruno Le Roux promet que tous les sans-abri auront un hébergement dans cette période. Il compte mobiliser gymnases, salles des fêtes et foyers pour y parvenir. Nous avons dimensionné l'offre aujourd'hui pour accueillir tout le monde, migrants ou personnes sans abri. Par contre, j'attends de nos concitoyens qu'ils soient vigilants sur ce qui se passe autour d'eux, qu'ils puissent nous alerter, qu'ils puissent appeler le 15 si jamais il y a une situation d'urgence, qu'ils puissent appeler le 115 pour que nous puissions mettre à l'abri. Tout a été dimensionné pour que nous ne connaissions pas d'accident. Justice. Reprise du procès de Serge Dassault pour blanchiment de fraude fiscale. Le sénateur de l'Essonne ne s'est pas présenté à l'audience. La justice lui reproche d'avoir dissimulé au Luxembourg et au Liechtenstein 43 millions d'euros entre 2006 et 2014. La défense assure que ces fonds proviennent d'un héritage placé dans les années 50. Le parquet a requis 2 ans de prison avec sursis, 9 millions d'euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre l'avionneur. La campagne à gauche. Après la primaire, il va y en avoir, évidemment. La question sera de gérer cette transition. Parce qu'il ne faut pas que le mouvement perde en singularité. Et nous ne souhaitons pas du tout un Solferino bis. Ça, c'est évident. Donc, des ralliements individuels, ils seront acceptés avec plaisir. Les gens qui viennent nous rejoindre, nous sommes dans la bienveillance et nous ne les rejetterons pas. Mais il n'y aura pas d'accord d'appareil. Ça, c'est l'évidence. Primaire de la gauche.
Arnaud Montebourg engrange un nouveau soutien. Gérard Filoche, exclu de la primaire de la gauche, faute de parrainage suffisant, se range derrière l'ancien ministre de l'économie, convaincu par son discours sur le pouvoir d'achat. Gérard Filoche espère un duel Montebourg-Hamon au second tour. Pour lui, seuls ces deux candidats sont capables de rassembler la gauche. François Fillon. Une visite sous le signe du recueillement. Au mémorial de la Shoah à Paris, François Fillon appelle à intensifier le combat contre l'antisémitisme. On mesure à quel point il est nécessaire aujourd'hui de faire le travail de mémoire pour lutter contre ceux qui nient ce crime et pour lutter contre l'antisémitisme et le racisme qui continuent à être une forme de cancer pour notre humanité. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invité ce soir est philosophe, écrivain. Chacun de ses livres est un événement. Le dernier en date s'intitule Décadence de Jésus à Ben Laden, vie et mort de l'Occident, chez Flammarion. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Alors tous ceux qui vous critiquent, et ils sont nombreux, n'ont peut-être pas lu l'ensemble de votre livre, plus de 600 pages. Mais est-ce que vous lisez toutes les critiques et jusqu'au bout? Ah, aucune? Non. Aucune? Non. Jamais? Non, jamais. Mais sans lire de critiques cette fois-ci, vous saviez, je suppose, d'ores et déjà, et a fortiori en choisissant un tel titre, qu'on allait vous opposer encore l'éternelle attaque du déclinisme? Oui, vous savez, je publierai un livre avec rien dedans qui aurait déjà des critiques et je pourrais presque les écrire en amont. Donc il y aurait peut-être un petit livre à faire d'ailleurs qui pourrait accompagner celui-ci et qui montrerait comment Libération va recevoir, comment Le Monde va recevoir, comment Politis ou je ne sais quoi vont recevoir. J'ai un peu l'habitude, donc comme je travaille beaucoup, je passe pas de temps. Les médias ne vous surprennent plus? Non, pas du tout. C'est un peu normal, ça fonctionne comme ça, on connaît leur sociologie, chaque média est un catéchisme, donc quand on sait comment fonctionnent les catéchismes... Vous savez qu'ils disent la même chose de vous? Oui. C'est pour ça qu'ils vous opposent d'ores et déjà déclinisme. Mais oui, mais il y a déjà pour un certain nombre d'individus des mots qu'il ne faut pas prononcer, des mots qui sont interdits. Décadence, ce serait un mot de droite. Ça interdit évidemment la réflexion. Donc une partie de la droite dit « Ah voilà, un livre intéressant », une partie de la gauche dit « Bah ça y est, on ferait vraiment passer à droite ». Et puis en même temps, 650 pages, ça suppose de l'humilité, ça veut dire qu'on aura consacré une semaine de travail à la lecture d'un livre. Si on n'aime pas l'auteur, c'est difficile de passer 8 jours avec lui. Et puis de toute façon, si on fait un papier... Même 10 pour finir les 600 pages. Oui. Et puis si on fait un papier sans l'avoir lu, on est payé aussi cher. Alors pourquoi lire ? Mais alors, on va essayer de mettre de côté, enfin, je veux dire, de regarder un petit peu de plus près quand même ce procès en déclinisme, comme ça après on le met de côté. Vous dites que vous ne l'êtes pas, mais vous faites, et on va parler en détail, l'analyse du déclin de la civilisation judéo-chrétienne. Pour certains, Michel Onfray, vous vous complaisez dans cette analyse. Il y aurait chez vous, dit-on, une obsession déroutante pour l'engloutissement de la civilisation judéo-chrétienne. Non, j'ai déjà dit que quand Nietzsche a dit qu'un philosophe c'était un médecin de la civilisation et si je porte un diagnostic, je ne me réjouis pas de porter le diagnostic d'un cancer. Je pense qu'aucun médecin cancérologue diagnostiquant le cancer d'un patient ou d'une patiente ne se réjouit de ça. Alors je veux bien que des gens, sans avoir lu le livre, aient des choses à dire et fassent savoir que quand on a un objet d'analyse, c'est qu'obligatoirement on souscrit à son objet d'analyse et qu'il faudrait être cancéreux pour écrire un livre sur le cancer. On peut écrire un livre sur la décadence simplement parce qu'on dit voilà ce que je crois voir, et qui explique quand même pas mal de choses, plutôt que la courte vue de la politique politicienne, de l'analyse du jour, des informations à jet continu, je dis, et si on élargissait un petit peu. Et effectivement, plutôt que de dire, et si nous parlions de ça, il vaut mieux dire que le titre déjà fait savoir que c'est un livre de droite, que je suis complaisant à l'endroit de mon sujet. Non, je ne parle pas de vous, et que je suis complaisant à l'endroit de mon sujet. Non, je ne le suis pas, j'aurais pu mettre... Ni rire, ni pleurer, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, Spinoza. De Spinoza, oui. Mais on a l'impression, même si vous essayez, et c'est vraiment l'objet du livre, de comprendre l'enchaînement des événements, que ça vous plaît de croire, c'est pour ça que je vous pose la question, que tout s'effondre. Non, pour vous c'est un constat. Mais non, je ne vois pas pourquoi on voudrait... D'ailleurs, je demande qu'on fasse une analyse du texte et qu'on fasse savoir quels sont mes moments d'enthousiasme en disant « tant mieux, bien fait, ça me réjouit ». Non, vous le cachez bien. Vive à la moitié. Mais c'est pas que oui, alors à ce moment-là, on ne veut plus rien dire. C'est-à-dire, si je le cache, c'est qu'on suppose que je ne le dis pas, que je dis même le contraire, et que si je dis le contraire, c'est que vraiment je pense le contraire de ce que je dis. Ça, c'est la vieille analyse freudienne. On ne va pas la faire ce soir. On va rentrer plutôt en détail dans votre travail de philosophe, dans Décadence. Vous tracez en fait une généalogie pour comprendre l'origine des événements, d'où ça vient, et comment expliquer notamment le fait que notre civilisation ne produit plus grand-chose, selon vous.
C'est même plutôt rien. C'est-à-dire que ce qu'elle produit n'est qu'en rapport avec la décadence, moi-même, le premier. C'est-à-dire on est dans une civilisation nihiliste où la production fait la démonstration que la création n'est plus à l'ordre du jour. J'ai pas mal voyagé, j'ai quand même vu pas mal de choses. Je veux dire qu'on a tous vu plus ou moins les pyramides, on a tous vu des ruines un peu partout. On sait que les civilisations naissent, vivent, meurent, disparaissent, et je ne vois pas pourquoi la nôtre échapperait à ce schéma-là. Il y aurait un déterminisme? Est-ce qu'il y ait ce graphique-là? Elle naît, elle croît, elle stagne, elle décroît? Oui, c'est un déterminisme un peu court. C'est que tout ce qui est vivant est supposé mourir. Et quelque chose qui serait vivant et qui échapperait à la mort, à l'entropie, à la fatigue, etc., et qui durerait l'éternité, ça s'appellerait Dieu si Dieu existait. Mais je ne vois pas pourquoi on accepte que les plantes meurent, que les arbres meurent, que les hommes meurent, que les familles meurent, que les villages meurent, que tout meurt. Les planètes, nous sommes le produit, vous et moi, les gens qui nous écoutent et qui nous entendent, les produits de l'effondrement d'une étoile, parce que les étoiles naissent, vivent, meurent, disparaissent. Mais elles n'ont pas de spiritualité, contrairement à la civilisation. C'est ainsi, je crois, que vous expliquez justement le déclin ou la décadence. C'est par l'anéantissement, la disparition de la spiritualité qui est ici la chrétienté. Alors. Oui, c'est le principe vital, d'une certaine manière, la spiritualité. C'est le principe vital d'une civilisation. C'est-à-dire comme il y a un principe vital dans tout ce qui vit. Bichat disait, médecin du 19e siècle, que la vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Et je pense effectivement que dans la civilisation, il y a du vivant et qu'il y a ce principe de vie qui nous pousse à être, à créer, à inventer, à fabriquer. Et tout ça se cristallise autour, effectivement, d'une pulsion de vie, mais c'est aussi la vitalité de la civilisation. Et la vitalité, c'est une spiritualité. Il n'y a pas d'exemple de civilisation passée qui ne se soit constituée sur un livre majeur, sur une pensée, sur une spiritualité. Et quand cette spiritualité devient politique, ça s'appelle une religion. Est-ce que tout cela découle de ce qui vous caractérise? C'est votre athéisme politique. Vous ne croyez pas qu'il soit possible de changer les choses. Vous ne croyez pas, d'ailleurs, j'en reviens un instant vraiment à la petite politique, si je puis dire, vous ne croyez pas qu'on puisse changer le destin de la France? Vous ne croyez pas aux promesses de la rendre plus grande, plus fière, plus orgueilleuse? Je crois que ce sont des promesses, mais que ce sont des promesses qui sont impossibles à tenir. Je ne vois pas comment les gens qui se précipitent là, à droite et à gauche pourraient, s'ils étaient élus, et l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles sera élue, je vois mal comment on peut dire on y arrive et il y a des solutions. Il y a juste un moment où il faut comprendre le passé pour pouvoir comprendre le présent et éventuellement dire moins de sottises sur le futur. C'est-à-dire que j'ai l'âge qui me permet de dire, j'ai vu tous ces gens-là nous dire, il y a qu'à, il faudrait, et on devrait, et quand on y sera, on fera ceci, etc. Et c'est l'intérêt de l'alternance, et ils ont eu successivement le pouvoir. Une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre. Presque, successivement, pas tous. Ni Marine Le Pen, et ni Marine Le Pen. Parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon... Ce n'est pas rien dans le paysage politique, n'est-ce pas? Oui, mais elle arriverait au pouvoir par long conditionnel, qu'elle ferait exactement comme son ami Tsipras, qui est aussi l'ami de Mélenchon, c'est-à-dire qu'il mettrait 3 mois à parler, puis finalement, il se ferait couper le cou. Elle se ferait couper le cou, puis elle courrait comme un poulet perdu dans la basse-cour, et puis l'Europe obtiendrait d'elle ce qu'elle a obtenu de Tsipras. Mais revenons à la philosophie. Ce qui est troublant en décadence, c'est que... tout le monde a tort, selon vous. Les conservateurs ont tort de vouloir revenir à un ordre ancien qui est révolu, et vous dites que vous n'êtes pas nostalgique, contrairement à Alain Finkielkraut ou Éric Zemmour ou d'autres. Et les progressistes ont aussi tort de croire à l'avenir. Mais alors, si on ne croit ni au passé ni à l'avenir, en quoi on croit encore? Au réel. Et le réel, c'est pas mal. Encore. Ouais, c'est déjà beaucoup. Mais comment on se projette? Puisque le réel, c'est tout. Mais on peut... Le réel, c'est le tragique pour vous. Oui, c'est ça. Voilà. Mais je ne dis pas que tout le monde a tort. Je ne suis pas dans la... Si ceux qui croient à un ordre... Enfin, qui veulent revenir à un ordre ancien ont tort, et les autres qui croient à l'avenir ont tort, oui. Il reste que vous? Non, il ne reste pas que moi. Il reste un tas d'individus qui ont compris, beaucoup de gens, beaucoup de monde qui ont compris effectivement que c'était plus la peine de s'embarrasser des vieilles fictions, des vieilles histoires, et qu'on ne reviendra pas au temps passé. De fait, Zemmour, Finkielkraut sont dans des logiques réactionnaires. Je ne suis pas dans l'insulte, je suis dans l'étymologie. Là, pour le coup, un réactionnaire, c'est quelqu'un qui veut restaurer un ordre ancien. Je n'y crois pas. Je ne pense pas que restaurer l'école de la Troisième République permettrait de nous sortir de ce mauvais pas dans lequel nous nous trouvons. Et puis d'autres qui nous disent, mais non, mais on va inventer l'avenir, on est des progressistes, on a des solutions, on va inventer la programmation à l'école et les enfants vont savoir programmer et ça va faire disparaître l'illettrisme, ce genre de choses. Et je dis, voilà 2 impasses. Parce que j'ai cessé de croire aux fictions de gauche et aux fictions de droite. Voilà ce que j'appelle mon athéisme social, en imaginant toujours qu'on peut être de gauche, je le suis, et en disant
il y a la possibilité de faire un certain nombre de choses, mais pas sauver la civilisation. Et voilà pourquoi je continue l'université populaire, pourquoi je continue à écrire, pourquoi je crée une web TV, pourquoi je viens vous rencontrer et je propose un débat avec les idées qui sont les miennes. Je ne pense pas qu'il faudrait se suicider non plus. D'accord, mais le cours de l'histoire est plus fort que la volonté, plus fort que le volontarisme de tout, d'un individu, de nous tous, d'une collectivité. Oui. C'est en cela où vous ne croyez plus, où vous ne croyez pas en l'homme, en sa destinée, en lui-même pour ses enfants. C'est ça ce qui est troublant, Michel Onfray. C'est quand même compliqué de dire qu'il y a le réel, le tragique, et que demain ne sera jamais meilleur qu'auparavant. Mais c'est quoi croire en l'homme ? Ça n'existe pas, l'homme. Vous savez, Diogène, déjà, avec sa lanterne, cherchait un homme en plein jour, une lanterne allumée, et disait « Je cherche l'homme, je cherche un homme », et il ne l'a jamais trouvé. Pour vous, le bateau coule, il faudrait couler avec élégance, dites-vous. Oui, il n'y a que des individus. L'homme, ça n'existe pas. Et il y a des gens qui font des choses bien. Des gens qui font des choses moins bien. Donc je crois que ceux qui contribuent au mouvement, qui accélèrent le mouvement, et qui font des trous dans la voie d'eau déjà, je dirais, pour continuer la métaphore du naufrage du Titanic, eh bien ce sont des gens qui effectivement ne font pas bien, et qu'il ne faut pas contribuer à la négativité, qu'il ne faut pas ajouter la négativité au monde. Donc effectivement, il y a une espèce de morale par provision, comme dirait Descartes, pardon, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses à faire et à ne pas faire. Plutôt faire le bien que faire le mal, par exemple. Plutôt avoir le souci des pauvres, des gens simples et des gens miséreux que d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui relèvent de l'éthique et qui nous permettent de sombrer avec élégance. Sombrer avec élégance, et c'est la décadence justement de la civilisation judéo-chrétienne. Je vous ai déjà entendu parler, peut-être par opposition, vous allez me dire si c'est le cas, parler de civilisation islamique. Est-ce que vous opposez ces deux civilisations ? Non, je ne suis pas dans l'opposition. Dans le sens de leur état de santé, j'allais dire, de leur situation. L'une décadente, oui. Et est-ce que vous estimez que l'autre est plus vigoureuse en ce moment ? Oui, ça me paraît évident. Il y a la démographie, il y a la vitalité, il y a la possibilité il y a l'expansion géographique. Enfin, il y a un tas de signes qui permettent de savoir que quand une civilisation se rétrécit, on voit bien à quoi ressemble son rétrécissement. Mais est-ce que l'une grandit au détriment de l'autre ? Est-ce que la civilisation islamique grandit au détriment de la civilisation judéo-chrétienne ? Le gâteau est toujours le même, et si une part est plus grande quelque part, c'est qu'il y a une part plus petite à côté. Vous le déplorez ? Non, là encore non. Je le dis très précisément. Vous vous en inquiétez alors ? Non plus. Je constate les choses en disant les civilisations sont diverses et multiples. Quand on fait le tour de la planète, on voit bien, si on fait des conférences au Japon, si on fait des conférences en Inde, si on fait des conférences en Afrique, dans le Maghreb, dans l'Afrique noire, c'est pas du tout le même monde. Je pense que quand on a circulé un petit peu Amérique du Sud, Amérique du Nord, même j'ai vu des chamans au pôle Nord, il y a un moment donné où on a vu assez de choses pour pouvoir dire, et si nous sortions de notre vision un peu franco-française, étriquée, judéo-chrétienne, et en ayant l'impression, comme à l'époque de la Révolution française, que nous sommes faits pour dominer l'univers avec notre raison, avec nos lumières, il y a un moment donné où on se dit non, ça ne peut plus marcher comme ça. Vous proposez en fait une autre philosophie de l'histoire ? Je propose une philosophie de l'histoire et j'ai fait beaucoup de lectures. Une autre, hein, parce que... Oui. Ouais. Parce qu'il y en a quand même une avant vous. Oh, plein. Oui. Plein. Non, mais plein. Et j'ai relu pas mal de choses jusqu'à ce que je me suis dit, mais je ne trouve rien qui me convienne. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je trouve quelque chose qui me convienne dans le passé ? Et je me suis dit, je me suis autorisé à penser tout seul, en me disant, mais après tout, d'où ça vient, comment ça fonctionne, laissons de côté les philosophies de l'histoire, providentialistes, cycliques, linéaires, et toutes ces choses-là. J'avais lu le très gros livre de Julien Freund sur la décadence, qui fait finalement l'état de toutes les théories depuis que le monde est monde. Et je me suis dit, je ne me retrouve pas là-dedans. Puis je me suis dit, tant mieux finalement. Ça veut dire que j'ai une proposition qui est un peu inédite, et c'est une proposition qui se raccroche à Cosmos. Je dis, il y a effectivement... dans l'humanité, depuis qu'elle existe jusqu'à aujourd'hui, depuis que l'univers même existe, la présence de l'homme, c'est vraiment pas grand-chose. Et puis la présence d'un homme sachant qu'il est homme, c'est encore pas grand-chose. Et puis cette espèce de conscience de soi, c'est un film, c'est une tête d'épingle. Je me suis dit, si nous pensions cette tête d'épingle, non pas comme le tout du monde, mais juste comme une tête d'épingle dans un univers qui est beaucoup plus grand que nous. Ma position est romantique, si vous voulez réduire tout. Mais vous ne vous retrouvez pas dans d'autres philosophies de l'histoire, parce que, je crois, c'est ce que vous dites, que nombre de thèses chrétiennes, on les retrouve plutôt dans la philosophie de la Révolution française, du marxisme et du communisme qui a vécu, selon vous. Il faut faire table rase de tout cela. Non, je ne dis pas il faut faire table rase. Vous le faites. Non, ça n'a pas de sens de faire table rase. Puisque vous imaginez une autre philosophie de l'histoire. Ah non, mais il y a une différence entre l'histoire et la philosophie de l'histoire. Je laisse de côté les philosophies de l'histoire, mais je ne laisse pas de côté l'histoire. L'histoire, elle est. La philosophie de l'histoire, c'est le sens qu'on donne à toutes ces choses-là. A priori, c'est épars, c'est divers, c'est multiple. Et puis, à un moment donné, on se dit, y a-t-il un ordre ? Et à ce moment-là,
après avoir regardé l'histoire, on propose une philosophie de l'histoire. La philosophie de l'histoire, depuis Bossuet, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, on nous dit, il y a une providence, et puis la providence veut que nous allions vers quelque chose de mieux. Ce qu'on appelle la parousie chez les chrétiens, c'est-à-dire le retour de Jésus, le retour du Messie qui viendra sur terre nous expliquer que, ça y est, d'une certaine manière, la révolution est faite et qu'on a résolu l'histoire parce que l'humanité est enfin réconciliée avec elle-même. C'est un schéma. Prenez ce schéma, c'est le schéma marxiste. C'est très exactement le schéma marxiste. La révolution, la parousie... Donc pour vous, cette philosophie a fait son temps, tout simplement. Je dis que c'est une... Oui, disons-le comme ça, si vous voulez. Non, mais disons-le avec vos mots, c'est mieux. Non, je le dis. Alors, je dis que c'est une philosophie qui n'est pas adéquate. Parce qu'elle a pu marcher un temps avec des gens qui ont souscrit à cette nouvelle fiction. C'est la pensée dominante. C'est la pensée dominante, hélas. Et je fais mon travail, je pense, de philosophe en disant il y a des alternatives. On n'est pas tenu de souscrire à des vieux logiciels. Quelqu'un qui se cramponnerait absolument au Minitel en disant que c'est l'avenir, je dirais non, on est passé à autre chose qu'au Minitel, et il me semble que la philosophie de l'histoire qui est la nôtre procède du vieux logiciel marxiste qui a imbibé les pensées de gauche, bien sûr, mais surtout de droite. C'est une espèce d'évidence pour plein de gens que, finalement, l'histoire, elle irait dans un sens de perfectionnement, etc. Auschwitz nous fait la démonstration que non, il faut tirer les conséquences de ce qui a eu lieu à ce moment-là. Et si, à un moment donné, Auschwitz ne pèse rien dans cette idée qu'il y aurait une progression sans cesse, s'il y a une progression, Auschwitz, ça veut dire quoi ? Auschwitz, c'est la preuve qu'il n'y a pas de progrès, qu'il y a des changements, des évolutions, des bouleversements, mais qu'il y a aussi des effondrements. Auschwitz, c'est pour moi un effondrement politique, éthique, moral, ontologique, spirituel. C'est terrible ce que les hommes ont fait aux hommes. Et plus largement, vous continuez à dérouler le fil, hein, vous voyez une forme de continuité. Il y a une forme de continuité dans votre livre qui passe par un christianisme autoritaire, par les croisades, les guerres, l'antisémitisme, et vous dites que dans ce christianisme autoritaire, et qui n'est pas du tout d'ailleurs celui du pape François, je suppose, pas du tout, il y a les germes du fascisme. C'est-à-dire... Oui. Écoutez, il y a un historien catholique qui s'appelait Henri-Irénée Marou, qui est décédé maintenant, mais un historien de l'Antiquité, qui parle, lui, de l'État totalitaire. C'est pas moi qui utilise le mot, hein. C'était bien avant BHL, les nouveaux philosophes et la modernité du mot totalitaire. Il nous dit, oui, à partir du moment où Constantin fabrique son État chrétien, début du IVe siècle, il se donne les moyens, effectivement, de détruire tout ce qui n'est pas lui. C'est-à-dire, c'est un État totalitaire. Et au fur et à mesure, on va voir avec les croisades, on le voit, enfin je raconte tout ça un peu dans le détail, les croisades, les expéditions punitives, les procès de sorcières, les procès d'animaux, les destructions, les incendies de bibliothèques, l'Inquisition, enfin toutes ces choses qui montrent que le christianisme est fort et interdit tout ce qui n'est pas lui-même. Donc les hérésies, les cathares qu'on détruit, et puis à un moment donné où effectivement ça s'inverse, mais un peu comme un gant que vous retournez reste le même gant, vous avez une déchristianisation en 1793, mais finalement elle fonctionne exactement sur le même principe, puisque les schémas sont conservés avec la version robespierriste, puisque c'est Robespierre qui, hélas, gagne la Révolution française. J'aurais préféré que ce soit les Girondins ou les Enragés, ça me paraissait nettement plus intéressant. On va refaire l'histoire, là, pour le coup, parce que vous m'avez fait la remarque tout à l'heure. Permettez-moi, je vais faire un saut dans l'actualité, puisqu'on parle de chrétienté. Quand un responsable politique affirme sa chrétienté, alors lui, il dit qu'il ne le dit pas du tout ne le présente pas comme un argument électoral, mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça vous choque quand François Fillon dit qu'il est gaulliste et ajoute qu'il est chrétien et explique que pour cela, il ne touchera pas à certaines mesures qui peuvent défavoriser les plus fragiles d'entre nous? Ceux qui pensent qu'il n'a pas le droit de le dire ont une étrange définition de la tolérance. Si aujourd'hui, alors que sur Internet on peut tout dire, qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz, que les Juifs ont inventé la Shoah, que tout est possible aujourd'hui sur le net, et qu'un quelqu'un qui a envie, chef de parti qui a envie d'être chef de l'État, dise qu'il est catholique, il a le droit de le dire. Et après, toutes ces polémiques participent justement quelque part de la décadence. Si on reproche à un responsable politique en France d'affirmer sa chrétienté, est-ce que ça veut dire qu'on met un voile en fait sur ça? On ne veut plus voir cela. Ça veut dire qu'on ne tolère plus rien. L'athée que je suis pense qu'évidemment il a le droit de dire qu'il est catholique, et le journaliste a le devoir, plutôt que de l'insulter, plutôt que de le mépriser, plutôt que de le vilipender, plutôt que de rester dans la logique de la guerre civile, plutôt que de faire tomber une fois de plus la guillotine, il a le devoir de lui dire « expliquez-nous ce que ça signifie et quel est votre catholicisme. Est-ce que c'est celui de Saint Paul? Est-ce que c'est celui de Jésus? Est-ce que c'est celui de l'Inquisition? Est-ce que c'est celui des Jésuites? Ou est-ce que c'est celui des franciscains ?» On a de la chance, on a un pape qui est jésuite et franciscain.
franciscain, il est tellement jésuite qu'il a décidé de prendre le nom de Saint François. Mais qu'il y ait du débat, qu'il n'y ait pas d'insulte, on n'insulte plus aujourd'hui. Donc je pense qu'on devrait pouvoir lui demander ce que ça veut dire. Et puis même sur le mot gaulliste, je pense qu'il dit qu'il est gaulliste, mais il ne l'est pas. Ça ne choque pas l'athée que vous êtes. Là, je parle de... Non, mais justement, on pourrait l'interroger sur ce sujet-là. Voilà quelqu'un qui nous dit que les jeunes ayant voté pour le maintien de l'Angleterre dans l'Europe, il aurait fallu que les jeunes aient 2 voix alors que les vieux n'en aient qu'une. On se dit, bravo le gaulliste. Donc je pense qu'on a le droit de débattre, qu'on a même le devoir de débattre et qu'on peut dire qu'on est franc-maçon, on peut dire qu'on est juif, on peut dire qu'on est musulman, on peut dire qu'on est agnostique, on peut dire qu'on est athée. Pourvu qu'on n'insulte pas celui qui nous le dit et pourvu qu'on entre dans un débat, qu'on entre dans une discussion. Avant 1789, la tradition des salons est l'occasion, des salons littéraires, des salons philosophiques, est l'occasion de penser ensemble, de faire des propositions qui soient des propositions d'intelligence, parce que la raison a quand même été une production française, européenne du moins, et il me semble que nous déraisonnons beaucoup. Ces responsables politiques parlent de très nombreux sujets. Il y a un sujet qui est oublié et qui vous touche en particulier. Je vous le dis parce que vous êtes fils d'agriculteur, donc attaché à la terre, à sa terre. C'est l'agriculture, le terroir, le lien avec la terre. C'est l'un vraiment des sujets oubliés, d'ailleurs bizarrement de cette campagne. Mais selon vous, est-ce qu'il y a un candidat, je ne veux pas vous faire choisir un candidat, mais un responsable politique ou même au-delà, public, qui a cette conscience de la géographie, de la terre, de ce lien avec les terroirs et les territoires? Pas du tout. Et pour une raison bien simple, c'est que de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Emmanuel Macron, ils sont tous jacobins. Tous. Et ça fait un point commun considérable. C'est-à-dire le jacobin pense qu'effectivement, il y a la province, qu'il y a la campagne, mais que finalement, tout est à Paris, parce que la capitale, c'est la tête, étymologiquement, et puis il y a le reste qui va obéir, et qu'on continue à monter à Paris, comme on monte au paradis, et à descendre en province, comme on descend en enfer ou dans le caniveau. Et j'estime que le logiciel jacobin a fait son temps. Et Tocqueville le dit très bien, de Philippe le Bel jusqu'à lui-même, Tocqueville, mais on peut aller jusqu'au général de Gaulle, en passant par Napoléon, le général de Gaulle, etc., même Mitterrand et d'autres, sont des gens qui ont considéré qu'on pouvait monter de sa province, Jarnac par exemple, et puis on arrive à Paris, et là on va gérer les affaires de la France. Les Girondins disaient, il y avait 83 départements à l'époque, Paris ne doit peser qu'un 83e de la nation. Et je pense que si nous retrouvions ce principe-là... Comment ? Eh bien, en supprimant cette constitution qui est jacobine, en changeant vraiment les perspectives qui permettraient... Ça, c'est le programme de Michel Onfray, candidat. Oui, vous voyez que je ne suis pas complètement désespéré. Non, mais vous êtes engagé, donc vous croyez? Oui, et je pense que si on permettait aux gens de voter sur place, dans les communes, et qu'on permettait un communalisme libertaire, des autonomies départementales, des autonomies régionales, avec la possibilité pour l'État d'être une garantie des fédérations girondines, les gens retrouveraient le sens. Vous allez le mettre sur écrit, tout ça? C'est un livre qui va apparaître bientôt. Parce que je pense qu'il faut sombrer avec élégance et ce sera un mode d'emploi de l'élégance politique. Vous dites souvent que le fils du pauvre que vous étiez s'en est sorti grâce, puisqu'on a parlé de l'agriculture, c'est une chose. Autre sujet majeur, mais là ils en parlent beaucoup, c'est l'école. Et qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Qu'est-ce qu'il faudrait changer d'urgence pour que ça arrive de nouveau ? Pour que vous et d'autres encore, des nouvelles générations, puissent évoluer, accéder aujourd'hui à d'autres responsabilités? Oui, on pourrait changer des choses. Ce serait bien qu'à l'école, on réapprenne à lire, à écrire, à compter, à penser, par exemple. Ça va tout de suite faire partir le buzz en disant on ferait réac. Et vous vous rendez compte, il voudrait qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter. C'est plus ça qu'on apprend à l'école. Donc ça me paraît dommage, effectivement, que ce grand lieu de brassage social qu'était l'école, où le fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage que j'étais était dans la même école avec le même instituteur que le fils du patron, et on le considérait exactement de la même manière. Et si on parlait correctement le français, chez les patrons de mes parents, on le parlait un peu plus difficilement chez les miens. On partait pas en vacances, il n'y avait pas d'école, il n'y a jamais eu de cinéma, il n'y a jamais eu de restaurant, il n'y a jamais eu de théâtre, il n'y a jamais eu d'opéra, il n'y a jamais eu de musique classique, il n'y a rien eu de tout ça. Et puis il y avait ça probablement dans les familles bourgeoises. Eh bien il se fait qu'à l'école on apprenait la musique classique, on écoutait Mozart, on nous faisait lire des textes, on découvrait la littérature classique. Et mon père qui a quitté l'école à 12 ou 13 ans avait lu Georges Sand, Maupassant, Flaubert, il était capable de parler de Zola, il était capable de parler de Balzac, il avait quelques poèmes de Victor Hugo en tête, il avait quelques poèmes de La Fontaine, et même la morale de La Fontaine était une morale qu'il nous enseignait, à mon frère et à moi. Et j'estime que ce monde-là n'est plus. À l'évidence, c'est un monde qui n'est plus. C'est encore la décadence. Oui, parce que je pense qu'il y a... On est encore dans le tragique.
Et je pense que quand l'école apprend à lire à un enfant et qu'elle obtient qu'il puisse lire, et que l'école n'apprend plus à un enfant qui ne sait plus lire quand il sort de l'école, et qu'on compare ces deux moments-là, il y a effectivement un moment qui me paraît supérieur à l'autre. Donc vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui un candidat devrait dire, voilà, pour l'école, il faut apprendre à lire et à écrire. Non, parce qu'on est dans le politiquement correct, on ne touche pas à l'école, parce que toucher à l'école, c'est toucher au syndicat. Toucher au syndicat, c'est pas possible, on met tout le monde dans la rue, ce sont des fonctionnaires. Enfin, on voit bien que l'intérêt de la France n'est pas là, que l'intérêt des enfants n'est plus là non plus, que les gens font de la politique politicienne et que la meilleure façon de durer quand on est ministre de l'Éducation nationale, c'est de ne rien faire. Celui qui a excellé en la matière, c'était François Bayrou. Il a laissé un excellent souvenir parce qu'il n'avait rien fait. Et ne rien faire quand tout s'effondre, c'est effectivement contribuer à la décadence, il faut utiliser le mot. Mais justement, puisqu'on parle de décadence, je dois vous avouer que je m'inquiète pour vous. Pourquoi? Parce que dans ce livre à décadence, ça y est, vous avez mis, j'allais dire, la dernière pelletée de terre. Qu'est-ce qu'il reste encore à écrire quand on a acté la décadence, quand on a mis la civilisation dans la tombe? Oui, mais je ne suis pas la civilisation et personne n'est à lui tout seul la civilisation. C'est-à-dire, je ne dis pas, mettez-vous une balle dans la tête, il n'y a plus que ça à faire. D'abord, il y a un livre qui va suivre et qui va s'appeler Sagesse. Et peut-être même comme les... C'est un titre provocateur pour Michel Onfray, Sagesse. Je suis très sage, moi. Oui. Et qui est une éthique, qui est une proposition de morale, en disant, effectivement, c'est pas idéal d'investir dans la philosophie de l'histoire, dans l'idée que la politique pourrait changer les choses, mais en revanche, de vous à moi, de vous aux personnes que j'ai rencontrées tout à l'heure avant d'arriver jusqu'ici, il y a un autre lien que le lien purement politique, qui est le lien éthique et que le lien moral. Et donc, quand je dis oui, nous sommes sur un bateau qui est en train de couler, et il faut mourir élégamment, je voudrais une théorie de l'élégance qui soit l'occasion de restaurer un certain nombre de valeurs qui ont disparu et qu'on trouve chez les philosophes romains. Pas grecs, pas anciens, mais les philosophes romains. Et je dirais le temps venu pourquoi. Mais effectivement, la loyauté, la parole donnée, l'engagement, la droiture, la vertu, enfin toutes choses qui, dissociées du christianisme, montrent qu'il y a eu, dans la grande époque romaine, une espèce de droiture qui moi, me fascine assez. Donc ce sera une proposition pour ne pas se mettre une balle dans la tête. Non, je pense que la solution n'est pas dans la destruction de soi-même, mais dans la sublimation de soi, dans une relation vraiment éthique, dans une relation vraiment morale à autrui et au monde. Et toutes ces propositions, vous les développez notamment dans votre web TV, dont on dit qu'elle marche extrêmement bien. Combien d'abonnés ? En 3 mois, on a passé 10 000. Alors la question, c'est pourquoi vous venez encore sur les plateaux de télévision ? Mais parce que je pense que mis à part pour répondre courtoise à notre invitation. Oui, parce que je choisis les lieux dans lesquels je pense pouvoir faire avancer mes idées, parce qu'il y a plein de gens modestes, justement dans les campagnes dont vous parliez tout à l'heure, plein de gens modestes qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas d'ordinateur, qui sont obligés de s'en servir un peu petitement quand ils en ont un, parce qu'ils sont bien obligés, mais ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas dans cette logique qui fait qu'on a le réflexe de prendre son portable, je ne sais quoi. Moi, quand je suis dans mon village natal, le téléphone portable ne passe pas. Et on a des difficultés. Donc je pense que la France n'est pas complètement connectée et qu'il y a un service public, il y a des télévisions, des émissions grand public dans lesquelles je vais parce que je choisis les endroits en me disant ici je pourrais dire des choses et je ne serai pas forcément insulté. C'est le cas ce soir. Oui, c'est pourquoi je suis là. Vous reviendrez alors pour Sagesse ? Si vous m'invitez, je viendrai. Et si je suis encore là, je viendrai. Merci Michel Onfray d'avoir été notre invité. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Tout de suite. Les bons gestes, d'abord, première chose, c'est qu'il faut savoir que les surcharges ont lieu entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Donc c'est les moments où il faut vraiment économiser l'énergie. Économiser l'énergie, ça veut dire consommer moins. Donc par exemple, débrancher tous les chargeurs qui ne servent pas, éteindre tous les appareils qui sont en veille, éventuellement baisser un petit peu son chauffage électrique d'1 degré de température de consigne de température, ça peut économiser beaucoup d'énergie. Et puis déplacer tout ce qui peut être déplaçable en dehors de ces périodes-là, et notamment tout ce qui est électroménager, donc les sèche-linges, les lave-linges, les lave-vaisselle, les faire repasser, tout ce qui peut être fait en dehors de ces périodes-là permet de soulager le réseau et d'éviter des gros problèmes. T'as des tas de gens qui ne pensent pas qu'ils peuvent gagner. Et en plus, ils ne se battent pas pour avoir... Aucun d'entre eux a envie d'être le candidat à la présidence de la République. C'est un passage obligé. Ce qu'ils veulent, c'est le parti et garder le parti pour la suite. C'est faire le coup d'après. Donc ils ne prennent pas de risque. Et donc c'est terrible parce que vous allez là, vous vous dites, pour avoir le parti d'après, il faut que je gagne cette bataille. Mais... oh là là, si jamais je la gagne, vous vous rendez compte dans quel merdier je suis dans la seconde. « 15h45, l'école est finie. Certains enfants rentrent chez eux. Pour les autres, c'est l'heure des activités. Des ateliers mis en place suite à la réforme des rythmes scolaires. Au programme, musique,
Gymnastique ou bricolage. Jacques Bigot a suivi le dossier des rythmes scolaires de près, avec une difficulté, l'organisation dans les petites communes, majoritaires dans le Bas-Rhin. Car côté budget, les comptes sont serrés. À Ettendorf, une commune de 850 habitants, l'État verse 90 € par enfant et par an, soit plus de 5 000 €. La commune rajoute 6 000 €, le reste est à la charge des parents. Ces activités permettent à n'importe qui, pour même des familles sans grands moyens, de bénéficier des activités culturelles comme la musique ou la danse. La participation familiale est forfaitaire, hein, c'est 25 € par activité pour toute l'année scolaire. François Hollande était au théâtre hier soir, à la pièce de Michel Drucker, au lieu de regarder le deuxième débat de la primaire. Est-ce que c'était sa place d'être au théâtre et d'aller regarder Michel Drucker? C'est pas un signe, ça? Ah oui, ça sans doute que c'est un signe. On ne peut pas penser dans l'esprit de François Hollande que tout cela fut le fruit du hasard. Et je vais même aller loin dans le signe, puisque nous étions au studio Gabriel de Michel Drucker, et il nous fait un clin d'œil en allant au théâtre chez Michel Drucker. Mais d'une certaine manière, le théâtre... Vous voulez dire le débat a eu lieu, il faut expliquer aux gens, oui, au studio Gabriel de Michel Drucker. Mais peut-être que finalement, François Hollande, son meilleur emploi, hier soir en tout cas, c'est le théâtre. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, bien sûr, avec plaisir, 22 h. Mais d'abord, votre rendez-vous matinal demain matin, ce sera Territoire d'info. Belle fin de soirée à notre compagnie.